Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous reprenons incha'Allah ta'ala la suite donc de notre deuxième partie de l'acte 2 du séminaire sur l'histoire de l'Empire ottoman intitulé donc les sultans fondateurs. Et nous avons maintenant rendez-vous avec le quatrième sultan dénommé Bayazid Ier. Ce sultan régna de 1389 à 1402. De 1389 à 1402. Allons à la découverte de quelques lignes de sa biographie, les grandes lignes de sa biographie. Bayazid Ier, fils de Mourad Ier, ça c'est clair. Il est né en 1360. Il fut éduqué et formé à Bursa. Il sort de la même université, celle de Bursa. Il accéda au trône à l'âge de 29 ans. Ses surnoms, il a deux surnoms. Le premier surnom, c'est Yildirim. Y-I-L-D-I-R-I-M, qui signifie la foudre. Alors pourquoi l'avons-nous surnommé, ou pourquoi a-t-il été surnommé la foudre? On l'a vu parce qu'il a gagné une bataille de manière rapide contre les Karamans. Et la deuxième raison, c'est que cet homme se déplaçait d'un front à l'autre à la vitesse de l'éclair. Vraiment, à la vitesse de l'éclair, très rapidement. Et même lorsqu'il venait affronter son adversaire, il y venait et il apparaissait avec ses hommes de manière brusque. Donc, d'une manière inattendue. On ne l'attendait pas à cet endroit-là. Mais on verra, Inch'Allah, durant sa biographie, que ce côté intrépide, ce côté rapide, lui jouera quelquefois de mauvais tours. Et comme vous le savez, certaines qualités peuvent être des défauts. Et certains défauts peuvent être en soi des qualités. Être rapide, c'est une qualité, mais ça peut être un défaut. Être lent, pour certains c'est un défaut, mais quelquefois c'est une rapidité. Ou plutôt c'est une qualité, pardon. Le deuxième surnom auquel il a eu droit, c'est celui de Sultan al-Rum. Sultan al-Rum, le sultan des Romains. Et on verra, Inch'Allah, très bientôt pourquoi. Alors, ses enfants, il a eu 5 garçons. 5 garçons que sont Mustapha, Moussa, Suleyman, Isa et Mohammed. Donc Mustapha, Moussa, Isa, Suleyman et Mohammed. Ce sont ses 4 fils. On ne connaît pas grand-chose, ou plutôt, on ne connaît pas grand-chose de Mohammed. Les autres, Suleyman, Isa, Moussa et Mohammed vont se disputer le trône de leur père, comme nous le verrons tout à l'heure, Inch'Allah. Quelques traits de sa personnalité, c'est quelqu'un qui avait une force de caractère et une solide personnalité. C'était une forte personnalité. Et ça, c'est un point qu'on remarque souvent chez les premiers sultans, surtout les sultans fondateurs, on retrouve ça chez eux. Et c'est comme si les destins, quelque part, le destin les a appelés. Le destin les a choisis, donc Allah Azza wa Jalla, à travers son destin, les a choisis à jouer ce rôle, parce que durant cette période critique, on a besoin d'hommes forts, d'hommes qui savent mener à bien, donc l'œuvre qui leur revient. Il a un style majestueux. Il avait un style majestueux. Cet homme était très conscient de son origine. Il sait qu'il appartient à une grande famille, à une famille royale, impériale, ottomane. Il sait aussi, ou plutôt il avait aussi une très haute considération pour le rôle qu'il joue. Dans toutes ses démarches, il avait un style très royal, très majestueux. Bravoure et ténacité, ça on l'a vu, les mêmes qualités que ses prédécesseurs. D'ailleurs, la simple évocation, accrochez-vous bien, la simple évocation de son prénom en Europe suffisait à faire trembler les trônes des puissances européennes. Juste évoquer son prénom, ça leur faisait peur déjà.
entre autres en raison de son surnom, donc la foudre, il dit. C'était un fin stratège, mais un peu trop confiant en lui-même. Il avait trop de confiance en lui-même, et cette trop grande confiance en lui-même, ces victoires répétées qu'il va arracher lors de chaque bataille, comme je lui disais là tout à l'heure, lui joueront de mauvais tours. Malgré sa puissance, malgré son style royal, c'était quelqu'un d'une très grande modestie. Il était ferme et aussi juste, fidèle à ses ancêtres, conformément au testament politique laissé par Uthman, le fondateur de la dynastie. On va passer en revue rapidement les différents événements qui se sont produits lors de son règne. Entente avec les Serbes en 1389, on va voir pourquoi. De 1390 à 1391, de 1390 à 1391, mise au pas des Émirats turcs. Je le rappelle que c'est lui qui va unifier définitivement l'Anatolie. C'est lui. De 1391 à 1392, siège de Constantinople. Il va assiéger la ville de Constantinople et on verra pourquoi. En 1393, il parachève l'œuvre de son père en procédant à la conquête de ce qui reste de la Bulgarie. Donc le côté est de la Bulgarie sera donc conquis, dans sa grande majorité. En 1396, une bataille retentissante qui s'appelle la bataille de Nicopolis. Nicopolis qui aujourd'hui s'appelle Nicopole, elle est en Bulgarie. On verra ça aussi, Inch'Allah. 1397, c'est l'unification définitive de l'Anatolie, ça on l'a dit. Entre 1394 et 1402, il va donc assiéger une deuxième fois Constantinople, mais ce siège sera interrompu par certains événements, entre autres, pour ne retenir que deux, la bataille de Nicopolis qui se passe en 1396 et aussi l'invasion mongole dirigée par Tamerlan, Timur-Lenk de son vrai nom. Cette invasion va bien entendu pousser Bayazid à lever le siège de Constantinople pour parer à ce nouveau danger qui a investi son territoire et surtout qui s'en est pris donc à l'Anatolie. Et enfin, la grande tragédie, c'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire ottomane, c'est la bataille d'Ankara. Vous verrez pourquoi. Entente avec les Serbes. Pourquoi? Il était important pour Bayezid Ier d'assurer ses arrières, parce qu'il y a la province de l'Anatolie qui n'est pas tout à fait pacifiée. Et les Ottomans faisaient toujours attention de ne pas se battre sur deux fronts, de ne pas avoir d'un côté l'adversaire qui se trouve dans les Balkans, et de l'autre, les principautés turques qui empiétinent sur le territoire ottoman et qui ne veulent toujours pas intégrer pacifiquement donc la grande nation musulmane donc ottomane. Cet accord aussi avec les Serbes avait aussi un autre objectif, c'est établir un état tampon entre son empire et la Hongrie. La Hongrie était une puissance de l'époque et le sultan donc Bayezid Ier va veiller à neutraliser la Serbie pour pas que la Serbie se range du côté des Hongrois. Vous voyez, c'est un peu la stratégie diviser pour régner. Donc il va essayer de neutraliser, de faire que la Serbie soit un État neutre. Comme ça, après lui, il va s'occuper de la Hongrie. Mais son heure viendra, c'est pas encore le moment. Comprenez ce que je disais là tout à l'heure, c'est toujours la visée sur le long terme et passer par différentes étapes. Ce que nous, on ne fait pas aujourd'hui, ce que nous ne faisons pas dans beaucoup de nos projets. On veut tout et maintenant. Entre 1390 et 1391, il met au pas donc les Émirats turcs. Et bien sûr, cette mise au pas fait suite à la rébellion de plusieurs principautés turques, dont les Germians. Les Germians, cette principauté n'a pas encore intégré. Tout comme les Karamans, malgré leur défaite, eux aussi n'ont pas encore tout à fait intégré l'Empire ottoman et continueront à déranger et à provoquer les Ottomans. Mais ici,
Bayazid Ier, je l'ai dit là tout à l'heure, c'est un fin stratège. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser le lien qu'il y a entre d'un côté les Germiyans et les Karamans. Pourquoi? Parce que les Germiyans et les Karamans ont fait une alliance. Ils ont établi une alliance entre eux pour faire face aux Ottomans. Ils ont un jeu d'alliance auquel ils se livrent. Bayazid Ier a compris que s'il s'en prend à tous les deux, c'est dangereux. Alors il va commencer par le maillon le plus faible des deux, c'est les Germiyans. Une fois qu'il a gagné les Germiyans, le rôle des Karamans, ou le tour plutôt des Karamans viendra donc après. Donc on voit qu'il y a toujours cette politique de gradualité, de progressivité, de passer par différentes étapes avant d'arriver à son objectif. Une petite parenthèse concernant les Serbes. Les Serbes non seulement sont neutralisés, donc là on l'avait vu auparavant pour un petit retour en arrière, les Serbes non seulement sont neutralisés, mais eux aussi dans leur intérêt acceptent de devenir vassals, d'entrer sous l'autorité générale des Ottomans. C'est d'ailleurs tout à fait dans leur intérêt, vraiment, tout à fait. Le roi de Serbie s'appelle Stéphane, fils de Lazare. Et Stéphane, fils de Lazare, c'est lui que Bayazid Ier accepte de voir comme roi de Serbie. Il accepte de le voir comme tel, et il aura besoin de lui plus tard. Maintenant, reste sur ton trône, plus tard je ferai appel à toi. On a vu des mises au pas des... Regardez, mise au pas progressive de celle-ci. Donc, étape par étape. On commence d'abord par les maillons faibles, avant de s'attaquer aux gros morceaux. Alors, pour vous donner une idée, je reprends mon curseur ici. On a vu, les Hamidites ont intégré librement le territoire ottoman. Les Germiyans, qu'on appelle aussi les Germiyanides, ce n'est pas trop grave en soi, les Germiyans, à leur tour, vont être intégrés. Parce que c'est entre les Germiyans et les Karamans, les Germiyans représentent le maillon le plus faible du système, de l'alliance. Annexer les Germiyans pour ensuite s'occuper donc des Karamans. Telle était la politique donc de Bayazid. Je rappelle que c'est un fin stratège, on comprend aisément pourquoi il a décidé de retarder le sort donc de Karaman, qui était dirigé par un prince qui s'appelait Alauddin. Et ce prince ne va cesser de déranger Bayazid, mais il va le laisser. Manière de dire, après je m'occuperai de toi, pas maintenant. Siège de Constantinople. Alors les raisons de ce siège. Pourquoi Bayazid Ier décide donc d'assiéger Constantinople? Les raisons de ce siège se résument dans ce qui suit. Bayazid Ier va poursuivre la politique de son père et de son grand-père, qui est de s'ingérer dans le conflit royal byzantin, de jouer la carte des uns et des autres. Chaque fois qu'il y a un nouvel empereur, celui-ci essaie de courtiser les Ottomans, et bien sûr les Ottomans en profitent pour gagner un peu plus de privilèges et de territoires. Donc tout ça, donc bien entendu, au détriment des Byzantins même. Par exemple, ici, à titre d'exemple, nous avons un nouveau roi qui s'appelle Jean VII, qui succède à Androné IV. Jean VII, lui, chasse Jean V. Jean VII chasse Jean V, et en le chassant, il le chasse lui et son fils, donc Emmanuel. Emmanuel, tous les deux, donc lui et son père, se retrouvent dans ce qu'on appelle la Corne d'Or. La Corne d'Or, nous en parlerons, Inch'Allah, quand nous aborderons la conquête de Constantinople par Mohammed Fatih. C'est un point stratégique. C'est une pièce maîtresse dans le plan stratégique qu'on va mettre sur pied Mohammed Fatih pour s'emparer de la ville. Vous verrez que c'était un génie, cet homme, un vrai génie. On verra ça, Inch'Allah, lors de l'acte 3, si vous êtes patient, donc jusque-là, Inch'Allah. Alors,
il y a toujours des renversements de situation. Il y a des rebondissements dans la saga familiale byzantine, à savoir que Jean V, qui avait été chassé, revient au pouvoir et détrône Jean VII. Et en revenant au pouvoir, il fait des concessions aux Ottomans à Bayazid Ier. Et c'est ainsi d'une manière ininterrompue qu'ils vont donc faire des alliances entre eux. Seulement cette fois-ci, Jean V s'engage solennellement auprès de Bayazid Ier. Il s'engage à l'aider militairement. Et Bayazid Ier, bien sûr, cette information ou cet engagement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans le sens où il a besoin d'un supplément de troupes pour mater les Émirats donc turcs de l'Anatolie. Et pour cela, Jean V va envoyer son fils Emmanuel. Il va envoyer son fils Emmanuel à la tête d'un corps expéditionnaire byzantin pour aider Bayazid Ier à mater les différentes rébellions donc, qui étaient apparues et nées dans ce territoire. Mais attention, Bayazid Ier n'est pas dupe et on ne peut jamais le duper. Il n'a pas confiance aux monarques byzantins parce que ce sont des gens qui vendent leurs intérêts au premier vent qui tourne. Il sait que la famille royale est instable, alors il décide de garder comme prisonnier à Bursa Emmanuel. Emmanuel, qui est venu l'aider, il le garde comme prisonnier. C'est une sorte c'est une carte qu'il va utiliser pour faire pression sur Jean V afin qu'il tienne ses engagements. Seulement un événement inattendu va se produire, qui est le décès de Jean V. Jean V meurt dans son palais humilié par ce blocus que lui fait subir et les conditions difficiles que lui impose Bayezid Ier. Et cette information à nouveau n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, dans la mesure où Emmanuel, qui est prisonnier, qui est le captif de Bayezid Ier à Bursa, il réussit à s'évader. Il s'évade et il rejoint Constantinople pour prendre la couronne, devenir le nouvel empereur. Bayezid, qui est un homme fier, il a très très mal digéré cet affront. Il réussit à s'évader de l'endroit où je l'ai placé, donc il l'a mis dans un palais, il l'a enfermé dans un palais. Il a réussi à s'évader, et pire que cela, non seulement il s'évade, mais il prend le pouvoir à Constantinople. Non, ça c'est pas tolérable. Et c'est là qu'il revient pour dresser un nouveau siège contre la ville. Emmanuel est conscient que si le siège continue et se perpétue, il ne pourra pas tenir longtemps. Malgré les fortifications solides, malgré les remparts solides et tenaces de la ville, les Ottomans sont conscients qu'ils ne pourront pas prendre facilement la ville, ils le savent. Mais ils ont un avantage, c'est qu'ils sont dans les Balkans. Ils ont pu encercler la ville de tous les côtés. Les Ottomans sont capables de couper les lignes d'approvisionnement de la ville et de provoquer une révolte dans la ville contre l'empereur. Parce qu'après, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, ce n'est pas à cause des Ottomans, c'est à cause de toi. Qu'on a plus de nourriture, on n'a plus de pain, on n'a plus rien. Alors pour cela, il va accepter de se plier au désirata du sultan Bayezid Ier. Et là, vous allez voir, Inch'Allah, c'est assez impressionnant. Bayezid Ier va lui soumettre une série de conditions très draconiennes. La première des conditions, c'est l'alourdissement du tribut annuel. Alourdir l'impôt. La deuxième condition, c'est la fondation d'un quartier pour les musulmans à Constantinople même. Ce quartier, aujourd'hui, existe toujours, il s'appelle Galta. Ce quartier est à Istanbul, il s'appelle Galta. Et le comble de l'histoire, ce quartier qui était le premier quartier musulman fondé dans la ville de Constantinople, ce sera ce même quartier qui va accueillir les musulmans, beaucoup de musulmans qui ont fui Grenade. Lorsqu'elle est tombée, ils ont fui Grenade
et les Ottomans vont leur accorder asile et vont les installer dans ce quartier-là. Ça, c'est le cours de l'histoire. Donc, c'est un quartier d'accueil des musulmans et il a gardé cette tradition même après la prise donc, de la ville. Je rappelle que Constantinople a été prise en 1453 par Mohammed Fateh, comme nous verrons cela, Inch'Allah, lors de l'acte 3, si tout va bien. Aussi, parmi les conditions imposées, la construction d'une mosquée et d'une cour de justice pour les musulmans. Il demande beaucoup, là, Bayezid Ier. Ces conditions ont l'air d'être assez draconiennes. Et il est aussi demandé à ce que l'appel à la prière retentisse dans la ville de Constantinople. Qu'on entende l'appel à la prière. Il est vrai que la ville, c'est la capitale de l'orthodoxie ou de l'église orthodoxe en Orient, mais il veut qu'on entende l'appel à la prière dans la ville. Et toutes ces conditions, il y en a d'autres, j'ai pris les principales, toutes ces conditions seront acceptées et admises par Emmanuel, qui n'a pas le choix en réalité. Ils n'auront pas le choix. En 1393-1393, Bayezid Ier parachève l'occupation de la Bulgarie. Ça, on l'a dit, donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Et il va parachever la prise l'occupation de la Bulgarie avec une campagne militaire éclair, très rapide. Il va bousculer l'ennemi, il va prendre la province et puis c'est terminé. Ça va très vite. D'ailleurs, il était très fort dans ce qu'on appelle les guerres éclairs. Très très fort. Et vous savez ce qui va jouer en sa faveur ici? En menant cette campagne éclair, c'est la neutralité bienveillante des Serbes. En neutralisant les Serbes, il peut s'emparer sans problème de la Bulgarie sans que les Serbes n'osent bouger le petit doigt. Ils n'osent pas le faire. Parce qu'il y a un accord entre nous. Et même le roi de Serbie, donc le fils de Lazare, donc Stéphane, lui, il est à la botte du sultan Bayezid. Donc il n'a pas intérêt à faire un faux pas. La bataille de Nicopolis. En réalité, après la prise de la Bulgarie, les frontières de l'Empire ottoman s'élargissent et s'étendent jusqu'aux frontières de la Hongrie. Et là, le roi de Hongrie, qu'on va découvrir maintenant, Inch'Allah, qui s'appelle Sigismund, sent et pressent le danger venir. Ça devient dangereux, ça, maintenant. Pourquoi c'est dangereux? Parce que avant, il y avait un état tampon, c'était la Serbie. Maintenant, la Bulgarie n'existe plus. Et pour votre information, le nom de la Bulgarie changera. Parce que les Ottomans lui donneront un autre nom. Ils vont l'appeler Roumelli, francisé sous le nom de Roumélie, qui signifie le pays des Romains. Roumélie, qui signifie le pays des Romains. Ah, ici il y a danger. Alors le roi ici lance un appel à l'aide aux nations européennes. Et surtout il appelle le pape. Le pape Boniface IX, qui est originaire de Napoli, donc du sud de l'Italie. Le pape Boniface IX répond à l'appel de Sigismund, parce que le pape Boniface IX est conscient que si la Hongrie tombe, les Ottomans arriveront au cœur de l'Europe, sans aucun doute. Et là, il y a danger. Alors, il va mobiliser les nations européennes afin qu'elles puissent, afin que ces nations s'organisent et s'unissent pour faire face à ce danger-là. Quelles sont les nations qui vont participer à cette nouvelle croisade contre les Ottomans? Vous avez la France, l'Allemagne, Venise aussi, et les Hospitaliers de Rhodes. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui étaient les Hospitaliers. Qui se rappelle qui sont les Hospitaliers? C'est qui les Hospitaliers? C'est quoi? Ce sont ceux qui sont à l'hôpital? Qui sont les Hospitaliers? Qui se rappelle, les sœurs? Vous vous rappelez qui sont les Hospitaliers? J'en ai parlé lors du cours passé.
Ce n'est pas loin. Les Hospitaliers étaient un ordre chrétien de bienfaisance qui s'était installé en Palestine, à Chypre, à Rhodes et aussi en Anatolie. Et cet ordre religieux s'était donné comme mission de soigner les malades, les blessés, etc. Mais avec le temps, cet ordre religieux, cet ordre de médecins, si vous voulez, va se muer et se transformer en ordre donc politico-militaire. Ça va devenir une principauté militaire. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle les Hospitaliers, à l'image des Templiers, comme tu disais à l'instant même. Et ils se retrouvent, après avoir été expulsés de la Palestine, ils vont se retrouver à Chypre, dans l'île de Rhodes, ainsi que en Anatolie. Donc la France, l'Allemagne, la Hongrie, c'est normal, c'est logique, Venise aussi, ainsi que les Hospitaliers de Rhodes, ils vont tous se réunir pour pouvoir faire face à ce danger. Selon certaines sources historiques, il est toujours difficile de vérifier les chiffres, comme le dit si bien Amin Malouf dans son livre « Les croisades vues par les Arabes ». Il disait que parmi les choses les plus difficiles à vérifier, ce sont les chiffres. Surtout quand ces chiffres nous paraissent inimaginables. Comme par exemple ici, il nous est dit que l'adversaire a réuni donc 130 000 soldats. Les forces chrétiennes ont réuni 130 000 soldats. Le chiffre est toujours difficile à vérifier, mais quoi qu'il en soit, il est certain que leur nombre était très important et très grand. Alors ces troupes chrétiennes européennes se sont distribuées les tâches. Et ils ont décidé d'aller dans deux directions. La première direction, c'est du côté de l'ouest, en allant vers le fleuve du Danube. On va voir ça, Inch'Allah, maintenant. En direction du fleuve du Danube, et cette partie de l'armée européenne chrétienne est dirigée par Sigismond lui-même, le roi. Quant aux Vénitiens, ils sont beaucoup plus malins. En fait, c'est vers l'est, c'est par là, Danube est par là, c'est vers l'est que se dirige, donc Sigismond avec ses hommes. En revanche, les Vénitiens sont beaucoup plus intelligents. Les Vénitiens, eux, ont décidé d'aller vers l'ouest, de tenter de contrôler les détroits. Parce que les Vénitiens ont un très grand avantage. Ils ont une puissante flotte. Ils ont une force navale puissante et bien expérimentée. Et on verra que à l'époque de Mohammed Ier, très bientôt, on verra que les Ottomans perdront une bataille navale en raison de leur inexpérience contre les Vénitiens. Donc ici, leur stratégie, c'est de contrôler les détroits pour empêcher les Ottomans de s'approvisionner en nourriture, en armes et aussi en hommes également. Mais il y a un problème qui se pose. Le problème est le suivant. C'est que les troupes, les forces européennes chrétiennes en présence, se sont controversées quant à la tactique à adopter pour faire face aux Ottomans. Alors, il y avait deux avis. Le premier avis préconisait l'attaque. On les attaque en premier. Le deuxième avis, c'était d'attendre. Et cet avis-là était celui de Sigismond. Sigismond, lui, le roi Sigismond, proposait d'attendre. Il dit, laissons les Ottomans venir vers nous. Nous n'avons pas à les attaquer. On attend qu'ils viennent vers nous. Déjà, ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que le camp européen chrétien ne parle pas d'une même voix. Ils sont déjà en désaccord. Ils n'ont même pas encore, écoutez bien, ils n'ont même pas encore affronté les Ottomans qui sont déjà en désaccord. Et en fait, leur désaccord prendra très vite fin. Et surtout, il prendra une mauvaise tournure lorsque brusquement, ils verront Bayazid débarquer, on ne sait d'où, avec une très grande force, une très grande armée. Il est venu brusquement, et en venant brusquement, sans prévenir, comme on dit, en venant de cette manière, il a déstabilisé le camp européen chrétien. Ils se sont même, si vous voulez, leur camp s'est même décomposé parce qu'ils étaient un peu perdus, ils ne s'attendaient pas
à cette venue rapide et intrépide de la part de Bayazid. Je vous rappelle que lui, il était spécialisé dans les campagnes éclairs, très rapides. D'où le surnom qu'on a donné, donc la foudre. Alors certains soldats chrétiens européens vont tenter de fuir et ils vont essayer d'aller vers le fleuve Danube dans le but de le traverser. Mais en arrivant là, ils trouvent une autre troupe ottomane qui les attend. Il y en a une autre. Et avant cela, soulignons-le quand même, la ville de Nicopolis, parce que c'est le nom de la bataille même, appartenait aux Ottomans. Et les troupes européennes chrétiennes ont tenté de prendre cette ville. Ils vont réussir à battre quelques unités ottomanes qui détenaient la ville, mais leur succès sera de très courte durée, d'un très court instant, parce que, premièrement, ils vont se disputer, se mettre en désaccord quant à la stratégie ou à la tactique adoptée face à Bayazid, et deuxièmement, l'apparition brusque et inattendue de Bayazid et ses hommes les déstabilise donc profondément. Ça, c'est très important. Donc, de nombreux hommes tenteront de fuir via le fleuve du Danube, et beaucoup d'entre eux mourront noyés dans le fleuve. Cette bataille se termine par une victoire écrasante des troupes ottomanes. Et cette victoire, de nouveau, a eu des conséquences. Parmi ces conséquences, c'est que la crainte qu'avaient les Européens envers les Ottomans n'a fait que grandir encore plus suite à cette bataille. Les puissances européennes auront encore plus peur des Ottomans. Deuxièmement, les Ottomans aussi vont se tailler une très grande respectabilité dans le monde arabe et musulman. Dans toutes les capitales du monde arabe et musulman, on se félicite de la victoire de Nicopolis et le sultan Bayazid Ier ne va pas hésiter à envoyer des ambassades en Égypte et ailleurs, et au Maghreb, en Arabie, à la Mecque et à Médine, pour leur annoncer cette nouvelle victoire. C'est un grand jour de l'islam. C'est un grand événement, fêté partout. Et c'est à ce moment-là que le sultan Bayazid Ier, conscient du poids maintenant qu'il représente dans le monde, sur l'échiquier international, face aux puissances européennes, face au monde arabo-musulman, il va demander au calife abbasside Muhammad al-Mutawakkil ala Allah. Je rappelle pour ceux qui ont peut-être oublié que les abbassides ont eu deux périodes. La première s'est terminée en 1258, lorsque les Mongols ont envahi l'Irak, ont mis à feu et à sang la ville et ont fait exécuter donc le calife Mustasim, donc à Bagdad. La garde impériale de la famille royale abbasside va déplacer le reste des membres de la famille en Égypte. Mais en fait, ce n'était pas un déplacement donc dénué d'intérêt. On les a déplacés, mais en fait c'est pour mieux les contrôler. Et cette garde impériale, qu'on appelle les Mamelouks, vont fonder leur propre dynastie. Et ils vont diriger l'Égypte et une partie de la Syrie au nom des Abbassides. En fait, les califes abbassides d'Égypte dirigeront ces régions-là, ou plutôt ils vont régner sans gouverner, une sorte de, entre guillemets, ce n'est pas vraiment le cas, mais une sorte de monarchie constitutionnelle avant la lettre. Et donc, Muhammad Mutawakkil ala Allah, qui est le calife abbasside présent en Égypte, il va recevoir une demande du sultan Bayazid Ier de lui accorder le titre de sultan Rum, le sultan des Romains. Parce que Bayazid Ier se voulait le digne héritier des Seldjoukides, de la dynastie des Seldjoukides. Le calife abbasside, c'est le seul calife musulman de la région. Et les Mamelouks ne sont pas bêtes. Les Mamelouks ne se sont jamais proclamés calife. Toujours sultan. Les Ottomans eux-mêmes ont fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir dans le monde musulman deux califes. Un seul calife. Dans l'histoire du monde musulman, il n'y a eu qu'un seul épisode où on a eu deux califes. C'est le seul. C'est lorsque les Fatimides, la dynastie chiite des Fatimides, lorsque cette famille a adopté le titre de calife, alors qu'il existait un autre à Bagdad,
c'est là que les Omeyyades en Espagne musulmane, en Andalousie, vont à leur tour adopter le titre de calife, alors qu'avant ils s'appelaient toujours les émirs, par respect pour leurs adversaires qui se trouvaient, regardez quelle éthique, pour leurs adversaires qui se trouvaient en Irak, parce que le califat abbasside à l'époque des Fatimides était en pleine décomposition, il n'avait plus la puissance d'antan, et c'est là que Abdurrahman III, qui est le calife, qui est le prince, le souverain omeyyade de l'Espagne musulmane, va adopter officiellement le titre de calife pour rappeler que le seul califat digne de ce nom doit être sunnite et pas chiite. Sunnite. Je suis le défenseur du monde sunnite. Et ça correspond à la période de gloire, de puissance de l'Espagne musulmane. Peut-être plus tard, on fera peut-être une série sur... si je vais t'intéresser sur l'histoire de l'Andalousie, sous ce style-là. On verra ça, Inch'Allah, avec les organisateurs ainsi qu'avec notre Mahdi, l'ambassadeur de la mosquée Al-Khali qui est avec nous ici, Inch'Allah. Parmi les conséquences de cette victoire, c'est que l'empereur byzantin, ou l'empire byzantin, a perdu tout espoir de récupérer ses provinces. Tout espoir de récupérer ses provinces dans les pays des Balkans. Ce n'est plus possible. Parce qu'avec cette victoire, les Ottomans s'enracinent profondément et pour très longtemps dans la région. Ils resteront d'ailleurs dans les Balkans pendant 500 ans. Ce n'est pas rien, 500 ans c'est énorme. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala. Donc ici vous avez la photo du roi de Hongrie, Sigismund, que les puissances européennes ainsi que le pape Boniface IX considéraient comme le dernier rempart contre l'avancée ottomane au cœur de l'Europe, parce que pour Boniface IX, occuper la Hongrie ou vaincre la Hongrie, cela revient à autoriser une percée dangereuse des Ottomans au cœur de l'Europe, ce qu'ils ne pouvaient pas accepter. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Vous avez ici le pape Boniface IX. Nicopolis, je vous l'ai dit, je reprends mon curseur. Nicopolis est ici, Nicopole. Elle fait partie donc de la Bulgarie, comme vous pouvez le voir donc ici. Et d'ailleurs, c'est l'une des plus grandes batailles de l'histoire de l'Empire ottoman. Vous avez ici une image de la bataille de Nicopolis. Ah, j'étais peut-être un peu trop vite. Ok. Unification définitive de l'Anatolie. Annexion définitive de la principauté des Karamans. Rappelez-vous, il va neutraliser donc la principauté des Germillans. Et une fois neutralisé celle-ci, il va passer directement au Karaman. Et son dirigeant, son émir qui s'appelait Alauddin, ne pourra que se plier. Vous avez ici la carte. Donc les Karamans sont là, ils sont ici. Donc tout ça est pris. Et en prenant le territoire des Karamans, ainsi il met fin à la division qui régnait au sein de la ville, de l'Anatolie, et définitivement unifiée. Elle devient une province réunifiée sous son autorité. Il va mener donc un deuxième siège de 1394 à 1402, un deuxième siège de Constantinople qui durera 8 ans. Et le but de ce siège, c'est d'asphyxier la ville. L'asphyxier afin que les Ottomans ne livrent aucune bataille, qu'elle se rende par elle-même, la ville, qui est reddition. Il arrêtera donc ce siège en 1396-96 lors de la bataille de Nicopolis, on vient de le voir. Et aussi ce blocus prendra fin en 1402 avec l'agression de Tamerlan et la bataille d'Ankara. Bataille d'Ankara. Ça, c'est l'une des pages les plus sombres, l'une des grandes tragédies de l'histoire, aux conséquences fâcheuses pour l'Empire ottoman. Invasion des territoires ottomans par les troupes de Tamerlan. Tamerlan, son vrai nom, c'est Timur Lenk. Timur, c'est son prénom. Lenk veut dire, dans la langue mongole, le boiteux, parce qu'il était boiteux. Cet empereur-là était musulman. Il était musulman, mais pardonnez-moi l'expression, il était musulman et barbare à la fois. Parce que là où il passe, il ne laisse derrière lui que feu et sang. Et Tamerlan, Timur Lenk,
accède au trône en 1369. Il devient empereur mongol et il a des appétits. Il veut agrandir son territoire. Et c'est là qu'il va mener de grandes conquêtes qui vont l'amener jusqu'à New Delhi, en Inde. Il va prendre Damas, il va prendre aussi l'Arménie, le sud de la Russie et bien d'autres territoires. On va voir, Inch'Allah, très bientôt l'étendue du territoire de cet empereur-là. Au début, Timur-Lenk propose un arrangement à Bayazid. Il sait que Bayazid est un sultan musulman puissant. Il va lui proposer de se partager un peu le butin, le gâteau. Toi tu prends une partie, moi je prends une partie. Le seul problème, c'est que il y avait des princes ou des gouverneurs de part et d'autre. Certains ont rejoint le camp de Bayazid, fuyant Tamerlan. D'autres ont rejoint le camp de Tamerlan, fuyant Bayazid. Et ces princes dans les deux camps vont animer donc la tension et attiser l'animosité des deux dirigeants musulmans de la région. Ce qui fait qu'ils vont même s'échanger des courriers donc très durs, très incisifs, très vifs. Il y aura une escalade médiatique entre eux qui se terminera par cette bataille, parce que là, Tamerlan aura compris que Bayazid n'est pas prêt à négocier. D'ailleurs, c'est vrai, Bayazid n'aura jamais négocié. Comment va-t-il négocier alors que lui, il a derrière lui des ancêtres d'une famille prestigieuse et on a un empereur qui vient de nulle part? On ne peut pas comparer l'incomparable. Non. La bataille d'Ankara donc va se dérouler. Ankara, elle appartenait d'ailleurs à l'Empire ottoman. Bayazid, il a un problème. On l'a dit là tout à l'heure, il est rapide, il est trop sûr de lui. Et il va choisir un mauvais endroit stratégique. Tamerlan a le tempérament contraire de Bayazid. Tamerlan est quelqu'un de très prudent, qui avance lentement, mais sûrement. Quand il mord sa proie, il ne la lâche plus. Ça, c'est la différence substantielle entre les deux. Tamerlan va se battre, ou plutôt Bayazid va se battre contre Tamerlan, mais malheureusement, c'est peine perdue malgré le courage et la bravoure de Bayazid. Il perdra la bataille face à un Tamerlan qui n'accouche pas sur le papier une stratégie tant qu'il n'a pas réfléchi longuement et tant qu'il n'a pas concerté ses chefs. Tout le contraire de Bayazid. Bayazid, il est rapide. Il frappe très vite et pense qu'il peut tout avoir. Et après cette bataille très brave de sa part, cette combativité très courageuse, il tombe entre les mains de Tamerlan, prisonnier, lui et son fils Moussa, tous les deux. Bayazid capture Tamerlan, et avec la capture du sultan Bayazid Ier, l'un des épisodes ou l'une des conséquences les plus tragiques et les plus tristes de l'histoire de l'Empire ottoman, c'est tout simplement l'effondrement de celui-ci. En fait, l'Empire ottoman va s'effondrer comme un château de cartes. Tout ce qui était construit, tout tombe d'un coup. Il revient au point de départ. Mais on verra que ce n'est que partie remise. On va voir ça. Voilà Tamerlan. Et Tamerlan va aussi pousser les principautés d'Anatolie à se détacher de l'Empire ottoman parce qu'il applique la même règle de diviser pour régner. Il va tout faire pour décomposer. Et soutenu par les puissances européennes qui vont pousser Tamerlan à dépecer l'Empire ottoman. Vas-y, déchire cet empire, découpe-le. Au moins on s'en débarrasse. Mais quelque part, ces puissances européennes et Tamerlan lui-même oublient la volonté divine. C'est important ça. Il ne faut jamais sous-estimer la volonté divine. Jamais. Regardez, ça c'est l'étendue de l'empire de Tamerlan. Vous voyez, c'est énorme quand même. Et ici, en fait, vous avez Ankara, elle est là, en 1402. Et ça s'est terminé par la défaite. Donc même l'Afghanistan faisait partie de l'empire de Tamerlan jusqu'à New Delhi.
Samarcande était sa capitale. Et d'ailleurs, là où il passait, il ne laissait que feu et sang, mais il épargnait quand même une catégorie de la population, les savants. Les savants religieux, les historiens, les scientifiques, les géographes, l'élite instruite, il l'épargnait de ces persécutions et de ces massacres, mais il déplaçait toutes ces élites vers Samarcande. Et il est comblé de cadeaux et d'honneurs. C'est très contradictoire, très paradoxal pour un homme qui ravage d'un côté et en même temps il accorde beaucoup d'importance à la science et au savoir de l'autre côté. Ça, c'est les différents mouvements des troupes de Tamerlan. Vous voyez, ça va un peu dans toutes les directions. Vous voyez ici Timur Lenk, c'est son vrai nom. Ici, une photo qui représente un peu le séjour de captivité de Bayazid. Il va mourir en captivité. Il va mourir dans le chagrin et la tristesse, parce que c'est une immense humiliation pour lui d'être le sultan, l'empereur d'une grande nation, de se retrouver prisonnier de celui qui est moins que lui, quelque part. Avant de passer à un triste épisode qui va se dérouler lors du règne, ou plutôt après la mort de Bayazid, parce que le problème c'est que Bayazid n'a pas désigné de successeur. Ce qui fait qu'il y aura une guerre fratricide de 10 ans entre ses fils. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer pour s'imposer, pour que l'un d'entre eux s'impose et devienne le nouveau sultan de l'Empire ottoman. Mais avant d'arriver à ça, rapidement, on va vite voir ensemble ses principales réalisations. Vous avez ici, sous le règne de Bayezid Ier, l'armée ottomane devient la première puissance militaire mondiale. Et c'est une armée aussi qui s'est beaucoup modernisée, beaucoup développée, et qui était bien en avance sur son temps par rapport aux puissances européennes. Développement d'une administration efficace, pour la première fois, il va mettre sur pied un registre qui consigne toutes les propriétés foncières. Un système d'impôts également, où les citoyens payent des impôts, la zakat entre autres. Une administration qui sera d'ailleurs très efficace en la matière. Il va installer des colonies turques dans les terres conquises et particulièrement dans les Balkans. Il y a deux objectifs à ça. Le premier objectif, c'est de permettre à ces colonies turques, à ces familles turques, de quitter l'Anatolie qui était ravagée par la guerre et de se retrouver dans des territoires beaucoup plus fertiles, beaucoup plus calmes que sont les Balkans. Et la deuxième raison, c'est que Bayazid Ier voulait absolument imprimer les Balkans de l'empreinte de l'islam. Il faut que la présence musulmane s'installe définitivement dans les Balkans, et d'ailleurs il avait raison. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons, alhamdoulilah, dans les Balkans, nous avons beaucoup de musulmans, de grosses populations musulmanes. On pense à l'Albanie, on pense à la Macédoine, on pense au Kosovo, on pense à la Bosnie et bien d'autres territoires. L'interrègne de 1403 à 1413. Ici, Bayazid Ier décède en 1402 et de 1403 à 1413, une guerre fratricide va mettre aux prises ses 4 fils pour l'accession au trône. Avant d'arriver à ça, ils sont plusieurs les fils à se battre. Il y a Sulayman, il y a aussi Isa, il y a Mohammed, et il y a Moussa qui était prisonnier chez Tamerlan et que Tamerlan va lâcher. Il va le libérer, il va le pousser à ce que lui aussi se coupe une partie du gâteau. Et Tamerlan va veiller à attiser les tensions entre les différents princes ou les prétendants au trône. Mais celui qui va tirer l'épingle du jeu, qui va s'imposer avec brillance, c'est Mohammed al-Awwal, Mehmed Ier. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire une chose. Autant cet épisode représente l'une des pages sombres et noires de l'histoire et plus triste de l'histoire de l'Empire ottoman, autant il y avait un bien derrière. Il y avait un très grand bien derrière. Vous savez pourquoi? Parce que derrière tout bien, il y a un mal. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Peut-être détesterez-vous une chose alors qu'elle est meilleure pour vous, et peut-être aimeriez-vous une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et Dieu sait, vous ne savez pas. En fait, derrière tout mal, il y a un bien.
de la matrice de ces événements douloureux qu'incarne ce conflit fratricide entre les frères, il n'y en a qu'un seul qui s'en sortira. Et quand on compare les 4 frères, on verra que celui qui va s'en sortir, c'était le plus compétent. Et ce n'est pas un hasard. C'est de sa descendance que viendra Mohammed Fatih. Pas de hasard là-dedans. Les plus faibles disparaîtront et le plus fort restera. Parce que les événements à venir attendent aussi un sultan qui soit fort. Et ses frères n'avaient pas les épaules. Ils n'avaient pas du tout les épaules pour être les dignes successeurs de leur père, Bayezid Ier. Donc vous voyez que derrière tout mal, il y a un bien. Vous avez ici le 5e calife, le dernier, Inch'Allah, de notre séminaire. Donc Mehmed Ier, qui sera de 1413 à 1421, après 10 ans de guerre civile, où le mouvement des conquêtes va s'arrêter. Et deuxièmement, l'Empire ottoman va gravement se décomposer, il va perdre beaucoup de ses frontières, il va revenir en arrière. On va revenir vers ça, Inch'Allah Ta'ala. On va d'abord le présenter. On a ici donc Mehmed Ier, fils de Bayezid Ier. Il est né à Andrinople en 1379. Il a reçu son éducation dans le palais de Bursa. Il est le 4e de la fratrie, donc l'avant-dernier. Il fut gouverneur dans une province qui s'appelle Amasya, qui est en Anatolie. Il va accéder au trône à l'âge de 34 ans. Il a un surnom, on l'appelle aussi El-Ghazi, le combattant, le guerrier. Et c'était un homme d'une très très grande sagesse. Il est considéré comme le 2e fondateur de l'Empire ottoman. C'est sous son règne que l'Empire ottoman va renaître de ses cendres. C'est lui qui va procéder à la 2e fondation donc, de cet empire. Alors, quelques traits de sa personnalité: religiosité et noblesse. C'était quelqu'un de très grande piété, robuste et courageux. Il avait une grande réputation, il était très fort dans la lutte. Al-Musara. Il était difficile de le battre. Physiquement, il était très costaud. Fermeté, perspicacité et indulgence. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les 2 derniers. Il est perspicace parce qu'il voit les choses très loin. Il voit les choses sur le long terme. Et indulgent parce que même lorsqu'il va mater les rébellions en Anatolie, il va se montrer très indulgent envers ceux qui ont été la cause de la rébellion. Politicien habile et fin stratège, parce qu'il va reconstruire l'Empire ottoman afin de le léguer à son fils, Mourad II, que l'on verra Inch'Allah lors de l'acte 3, qui sera intitulé Les sultans bâtisseurs. Il va léguer à son fils un empire reconstruit, encore un peu fragile, mais reconstruit quand même. Il avait de la passion pour la poésie, la littérature et les arts. Ça, c'était une qualité, je l'avais dit, dominante et prédominante chez nombre des sultans fondateurs et bâtisseurs de l'Empire ottoman. Générosité et bienfaisance. Ce sera le premier qui va instituer une tradition ottomane qui va se perpétuer jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appelle As-Surra. As-Surra, c'est une, c'est une sorte de bourse. C'est une somme d'argent qu'il va envoyer chaque année, donc Mehmed Ier, chaque année, il va l'envoyer à la Mecque et Médine. Et il va ordonner donc aux dirigeants de la Mecque et de Médine de la distribuer aux pauvres. En fait, ici, ce sultan Mohammed Ier, il visait 2 choses. Premièrement, il visait à honorer les lieux saints de l'islam, que sont Médine et la Mecque. Regardez quelle perspicacité. Et deuxièmement, sachant qu'il doit affronter de grands dangers à venir, que son empire est encore très fragile, en choisissant d'envoyer donc l'aumône annuelle de son argent, pas l'argent de l'État, de son argent propre, d'envoyer cette aumône annuelle jusqu'à la Mecque et à Médine, et d'ordonner à ce qu'elle soit distribuée aux pauvres et indigents, il voulait gagner de ces pauvres et indigents des invocations en sa faveur, des invocations qui sont exaucées à Médine et à la Mecque, vu la sainteté des 2 villes. Et parce qu'il connaît la tradition prophétique, où le prophète sallam dit: Hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum.
La victoire et l'abondance en bien ne nous vient-elle pas que par l'entremise des gens faibles parmi vous, les faibles, les du'afa que Dieu aime et qui invoquent Allah Azza wa Jal. Dieu répond à leurs invocations. Ils sont pauvres, faibles, et en même temps ils habitent Médine et la Mecque, où les invocations ont une certaine valeur. Et c'est une tradition que les sultans, tous les sultans ottomans, jusqu'à la fin, vont chaque année envoyer, bon il y aura quelques exagérations, on verra ça plus tard, mais ils vont envoyer donc des grosses sommes d'argent jusqu'à Médine et la Mecque pour les distribuer auprès donc, des indigents. Il avait un très grand amour, une très grande révérence pour les savants et les gens de science. D'ailleurs, il va déplacer la capitale. Elle était où la capitale à ce moment-là? Andrinople, barakallahu fik. La capitale était à Andrinople. Il va la déplacer, il va la ramener à Bursa. Parce qu'il préfère Bursa, lui. Vu ses affinités religieuses, sa passion pour les sciences religieuses, l'amour qu'il a pour les savants, et surtout les savants religieux, il va préférer Bursa, qui était surnommée Madinatul Fuqaha, la ville des juristes de l'islam. Donc il va préférer revenir vers cette capitale-là. Alors les préludes de son règne, entre 1403 et 1413, on va les passer en revue, puis après on passe au suivant. Il y aura les préludes de son règne, cette période qu'on appelle Dawr al-Fatra en arabe, et qu'en français on appelle ça donc l'interrègne. C'est cette période de 10 ans, de 1403 à 1413, durant laquelle une guerre civile terrible va opposer les différents prétendants, qui sont tous des frères de sang, les différents prétendants au trône. De 1413 à 1421, pendant 8 ans, il va travailler à reconstruire l'empire et à restaurer son prestige. En 1414, il annexe Izmir. 1414-1415, il annexe Konya. 1415-1416, l'affaire de Douchemé Mustapha, on verra qui est cet homme. C'est pas moi. En 1416, bataille navale de Gallipoli. Ce sera une défaite navale en raison de leur inexpérience dans ce domaine-là. 1413-1416, l'affaire du Cheikh Badruddin. On verra également de quoi il s'agit. Et nous avons aussi 1419, conclusion d'un traité de paix avec Venise. Venise est l'un des rares États qui a exprès retardé toute conclusion de traité avec, même s'ils avaient des échanges commerciaux avec les Ottomans, mais un traité officiel de paix avec les Ottomans, ils ont toujours préféré être sur le qui-vive et surveiller, voir un peu le rapport de force entre les différentes nations. Les préludes de son règne. Le désastre d'Ankara et la décomposition de l'empire. 4 frères se disputent le trône. Sulayman, lui, il n'a pas été par 4 chemins. Il prend Andrinople et se proclame sultan. Issa se proclame sultan à Bursa. Mehmed, lui, il a un avantage. Mehmed se retire dans sa province qu'il a dirigée de l'époque de son père, Bayazid. Qui se rappelle le nom de la province? Bon, vous l'avez ici d'ailleurs. Amasya, qui est en Anatolie. Et en fait, cette province-là, il la connaît bien. Et tous ses partisans sont là-bas. Tous ceux qu'il a dû administrer pendant toutes ces années, ils sont là. Eh bien, ce sera son camp, son fief. Et c'est de là qu'il va repartir pour reconstruire l'empire. Et puis Tamerlan, fin stratège à sa manière, va libérer le frère captif, Moussa, afin il va le pousser à ce qu'à son tour, lui aussi, demande sa part du gâteau et à ce qu'il se réclame lui aussi sultan, en attisant les tensions. Mehmet bat ses frères et reconquiert les territoires. Il va les battre les uns après les autres. Les uns après les autres seront battus et très rapidement, il prendra le contrôle de leur territoire. Amasya est ici. Vous voyez, donc la Turquie, ça c'est la Turquie, donc c'est du côté du nord-est plus ou moins de la Turquie. De 1413 à 1421, il va travailler à la reconstruction de l'Empire et à la restauration de son prestige. Mais avant ça, en 1413, il est proclamé sultan. Après avoir battu ses frères, il est proclamé nouveau sultan ottoman sous le nom de Mehmed Ier. Mohammed Fatih, c'est Mehmed II. Pour votre information, Mohammed Fatih, c'est Mehmed II. De 1413 à 1421, il va reconstruire l'Empire. Durant les 8 années de son règne, il va éviter au maximum les conflits. Il y en aura,
mais il va les éviter, parce que lui, il veut stabiliser d'abord, reconstruire une situation qui est très très fragile. En 1414, il va d'abord mettre de l'ordre à l'intérieur de la maison. Il va annexer Izmir. Et l'annexion d'Izmir passe par la mise au pas de l'émirat des Aïdinides, dont le chef-lieu, la capitale était Izmir. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est l'émirat des Aïdinides. Donc il va le reprendre, Mohammed Ier. Et c'est là que se trouve Izmir. Voilà. Izmir est là. Vous voyez? Ce n'est pas tout. Annexion de Konya. Et l'annexion de Konya passe aussi par la mise au pas des Karamans. Et Konya était leur capitale. Parce qu'aussi les Karamans, on avait profité pour se libérer, se délier de toute appartenance à l'Empire ottoman. Voilà. Ça c'est le Karaman, c'est ici. C'est ici. Et c'est ici que se trouve donc Konya. Konya est là. Voilà. Ça c'est Konya. Konya aujourd'hui est une ville très importante en Turquie. Elle est même considérée par certains comme étant une ville religieuse. C'est une ville où le taux, peut-être que Metin me reprendra, mais de ce que je sais de cette ville, c'est que le taux de religiosité à Konya est très élevé. Très très élevé. L'affaire de Douchmet Mustapha. Brusquement, alors que Mehmed Ier arrive à peine à reconstruire lentement son empire, il y a un homme qui débarque. Et là, les sources divergent, les sources historiques divergent. Certains disent qu'il aurait été le fils du sultan Bayezid Ier, d'autres disent qu'il n'avait rien à voir avec lui. Donc ici, les sources ne sont pas très claires. Néanmoins, ce qu'on en retient de cet épisode, c'est que cet homme va à son tour disputer le trône à Mehmed Ier. Il va prétendre au trône. Avant de passer à ça, il y aura une bataille qui se livrera entre cet homme-là qui va rassembler quelques partisans et le sultan Mehmed Ier. Et cette bataille se terminera par la victoire de Mehmed Ier. Douchmet Mustapha, ce perdant et prétendant à la fois, va se réfugier chez les Byzantins. Et en se réfugiant chez les Byzantins, Mehmed Ier va ordonner son extradition. Mais les Byzantins vont toujours refuser de le remettre donc à Mehmed Ier. Peut-être qu'ils voulaient l'utiliser comme une carte de pression, c'est fort probable. Comme ça, je vous suis en même temps avec mes notes, parce que j'avance de mémoire. Mais de temps en temps, il est bien de voir ses notes, au cas où on oublie quelque chose. Bataille navale de Gallipoli, en 1416. L'importance d'une force navale aux yeux du sultan Mehmed Ier. Le sultan Mehmed Ier était conscient que le temps était venu, le moment était opportun de disputer la suprématie navale aux Vénitiens. Parce que les Vénitiens avaient une suprématie totale de l'espace maritime. Et ça dérange Mehmed Ier. Parce que pour lui, tant que les Ottomans n'ont pas une flotte puissante, ils ne peuvent pas s'imposer sur les mers. Sur terre, il n'y a pas de problème. Mais sur les mers, ils n'ont pas encore cette force-là. Alors il a Gallipoli, qui lui appartient. Et là, il va mettre sur pied donc une flotte qui sera essentiellement dirigée par des matelots grecs. Parce que les Grecs avaient beaucoup d'expérience en termes de navigation marchande et militaire également. Donc il va faire appel à eux pour pouvoir diriger cela. Il y aura un affrontement naval entre les Ottomans et les Vénitiens près de Gallipoli. Pourquoi? Parce que les Vénitiens voyaient d'un très mauvais œil la naissance d'une puissance navale qui pourrait leur faire de l'ombre et les concurrencer. Alors c'est là qu'une bataille va s'engager qui sera perdue par les Ottomans. Pourquoi? Parce que mais Dieu merci, ils ne perdront pas la ville, mais ils n'ont pas encore assez d'expérience. Comme vous voyez, défaite de la marine ottomane. Et pour rappel, Gallipoli se trouve ici. Et ça ici, c'est le détroit des Dardanelles, là. Vous voyez, c'est près de là, c'est juste ici, pas loin, que s'est passé, donc que s'est déroulée cette bataille. Une petite image de bataille navale ottomane, comme ça vous avez une petite idée, comme ça pour distraire un peu son esprit. L'affaire du Cheikh Badruddin.
Cet homme était un homme de science, très ascète, très porté sur les retraites spirituelles. Seulement cet homme, on ne sait pas pourquoi, il a très vite dévié. Et il a très vite dévié, il a commencé à prêcher une doctrine très étrange. Et d'ailleurs, le Moussa, quand Moussa s'est aussi proclamé sultan, il a fait de lui son juge, Qadi. Comme vous pouvez le voir ici. Cette doctrine qu'il s'est mis à propager repose sur plusieurs piliers. Le premier, c'est la négation de certains articles de la foi. Première chose. Deuxièmement, il considérait toutes les religions comme étant identiques. Elles sont toutes les mêmes. Elles se valent toutes. Une sorte d'écuménisme. Troisièmement, il appelait à la communion des biens et des personnes. Un peu comme le communisme. Autrement dit, il n'y a plus de propriété privée. Mes biens sont les tiens, mon épouse est la tienne. Et ton épouse est la mienne. C'est une doctrine très déviante à laquelle va faire attention. Donc Mehmed Ier va le faire exiler. Et surtout, il va le mettre en résidence surveillée. Pourquoi? Parce que cet homme a des partisans. Et vous savez où prêchait cet homme? Cet homme a trouvé le bastion idéal, c'est l'Anatolie. L'Anatolie qui était ravagée par 10 ans de guerre civile. Il va profiter de la misère des gens, de leur pauvreté, pour, si vous voulez, distiller et répandre sa doctrine. Les gens ignorants, faibles, dans la misère, dans le désarroi. Parce que bon, Mehmed Ier est en train de construire, c'est encore nouveau, c'est frais. Certains vont tendre très rapidement l'oreille à son discours. On va aller, on continue. Donc, Cheikh Badruddin va s'enfuir et va trouver refuge en Roumanie, dans la province de Valachie. Et là, il va rassembler ses partisans. Et Mehmed Ier va envoyer une troupe. Parce que maintenant que cet homme est passé aux armes, c'est beaucoup plus dangereux. Et sur son chemin, là où il passe, il suscite des révoltes populaires contre Mehmed Ier. Un double danger. Il sera battu, capturé et mis à mort. Exécution. Parce qu'il a réuni deux mots. Le premier, c'est la rébellion contre l'autorité centrale de l'État, qui était passible de peine de mort. Et deuxièmement, c'est un acte de trahison déjà, et deuxièmement, la doctrine qu'il propageait est une doctrine tout à fait contraire à l'islam. Vous avez ici, ça c'est la Valachie. Bon, aujourd'hui, elle fait partie de la Roumanie, mais c'est ici. On arrive à la fin, Inch'Allah Ta'ala. Conclusion d'un traité de paix avec Venise. Ce qu'on remarque, ce qui est très intéressant, c'est que Mehmed Ier, non seulement il va conclure une série de traités de paix avec les nations voisines, le temps de neutraliser cela et de s'occuper de la maison de l'intérieur, de reconstruire ce qui est complètement décomposé. Autant, quelquefois, il sera exposé à quelques affrontements, entre autres celui avec les Vénitiens lors de la bataille de Gallipoli qu'on a vu il y a quelques instants. Et c'est là que Venise, sagement, va choisir de conclure un traité de paix alors qu'elle a gagné une bataille navale. Mais qui dit, comme le dit si bien Charles de Gaulle, on perd une bataille mais pas la guerre. Et nous, on va paraphraser en disant, lorsqu'on gagne une bataille, on ne gagne pas la guerre. Ce n'est pas parce que les Vénitiens ont battu les Ottomans qu'ils ont battu un empire. Au contraire, l'empire est beaucoup plus puissant. Enfin, du moins, il commence à reprendre forme et renaître de ses cendres. L'affaire n'est pas tout à fait terminée. Donc, les Vénitiens choisissent toujours, dans l'intérêt de préserver leurs intérêts commerciaux, choisissent de signer donc un accord de paix avec Constantinople, avec Borsa, autrement dit avec Mehmed Ier. Donc, comme vous pouvez voir ici, normalisation des relations avec la puissance méditerranéenne de Venise. Et ça permettait aussi à Mehmed Ier de s'occuper sur un autre front et de pacifier l'intérieur du territoire, de reconstruire surtout son territoire. Ici, vous voyez sur la carte une localisation de Venise. Peut-être j'ai été un peu trop vite. Venise, elle a une très grande histoire. Alors, les principales réalisations durant son règne, il va reconstruire l'Empire et veiller à ce que celui-ci recouvre son unité
il va normaliser les relations avec les nations voisines. Et ben voilà, c'est la fin de la partie. Vous voyez ? C'est la fin de la partie. Ceci ne l'empêchera pas d'entrer dans 24 batailles contre ses adversaires de l'intérieur et de l'extérieur, mais ceci est tout à fait minime par rapport au nombre de conflits et de batailles auxquels se sont exposés donc, ses ancêtres. Et ainsi, Mehmed Ier peut maintenant léguer, parce qu'il meurt donc il meurt à 42 ans, c'est jeune ça. À 42 ans, il décède, et il peut maintenant laisser son empire à peine reconstruit à son fils Mourad II, qui fera partie des bâtisseurs de l'Empire ottoman. Là, nous avons terminé avec les fondateurs, les bâtisseurs, et Mourad II n'est autre que le père de Mohammed Fatih. On verra ça, Inch'Allah, dans les mois à venir. Vous serez avertis, avisés quant à l'acte 3 qui sera consacré, Inch'Allah, je le rappelle, au sultan bâtisseur. Barakallahu fikum, que Dieu vous récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.